Bonjour à vous la commu et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. On va parler bien sûr de foot féminin et on est à Reims au stade Auguste Delaune. Petite finale allée de la Ligue des Nations. Et pourtant rien de petit dans ce match sous tension entre la Suède et la France, ou plutôt entre la France qui reçoit donc la Suède. C'était en fait le choc entre deux nations du top 6 FIFA. La Suède qui est troisième nation FIFA, donc derrière les États-Unis et l'Espagne, et la France qui est donc sixième nation, qui a fait une remontée, on l'a très peu dit ici et là, et pourtant c'est vrai, c'est une remontée quand même spectaculaire. 4 places gagnées, même 5 places gagnées, puisqu'on était 11e du classement fin 2024, et nous nous retrouvons donc sixième du classement FIFA fin 2025. Donc en un an, il faut quand même rendre ça au sélectionneur, à ce bon Laurent Bonadei, donc, qui a fait passer la France de la 11e place à la 6e place. Alors, ce choc entre ces deux nations, il faut quand même parler du match, c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Peut-être même un peu trop bien, parce que vous avez des joueuses qui se sont connues par le passé. Là, je pense à Maëlle Lacrar, par exemple, avec Linda Sandbrandt, et même avec Stina Blackstenius, l'attaquante suédoise du temps de Montpellier. Il y a aussi Kosovare Asllani qui avait joué du côté du PSG et qui a connu notamment Perle Moroni à cette époque-là. Et puis, comment ne pas parler de Sandy Baltimore qui côtoie donc à Chelsea et Nathalie Bjorn, donc celle qui était en défense centrale dans le match. Et puis, euh, Rettig, Rettig Carnerid, pas facile à dire, Johanna Rettig Carnerid, la remuante ailière suédoise. Donc, et en plus, là, vous aviez un duel en direct entre ces deux joueuses. Donc voilà, c'était quand même plus qu'un match, c'était une réunion de famille plutôt musclée, il faut bien le dire. Donc les enjeux dans ce match, eh ben, pour les deux nations, c'est quand même déjà de rester dans ce top 6 et puis d'envoyer un message très clair. Il y a les éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde qui vont arriver à partir de l'année prochaine. Oui, et donc, c'est d'envoyer un message très fort et de dire on est là, on est dans le coup. Certes, on a perdu les demi-finales chacune voilà, contre des équipes de premier plan, effectivement, mais il n'empêche, on est quand même compétitif. Il faudra compter sur nous pour les prochains matchs et pourquoi pas pour la prochaine Coupe du Monde. On n'y est pas encore, chaque chose en son temps. Donc, dans ce match, vous aviez quand même un duel d'ego à plein nez, hein. Ça sentait vraiment le duel d'ego. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de puissance de la part de la Suède, de la résistance, on va dire, de la part de la France, tant bien que mal. Alors, le menu vidéo, les schémas tactiques, vous commencez à connaître, les amis. Donc, on va parler des schémas, ça plante le décor. Ensuite, on parle des highlights, ou plutôt des moments forts, voire des moments de creux concernant les équipes. Le débrief qui est toujours honnête, même si je mets une petite pincée de mauvaise foi, vous me connaissez, ça risque en plus de piquer un petit peu pour les Bleus, vous allez voir. Le focus sur la joueuse du match, alors je réserve son nom, restez bien avec moi au moins jusqu'à ce chapitre pour savoir de qui je parle, ça va peut-être vous surprendre. Et enfin, donc la conclusion, victoire française, on retiendra ça, ou plutôt braquage dans ce match. Braquage, c'était le terme, et je pense que ça va très bien avec la physionomie du match, le terme employé par Fabien Lévesque, le commentateur du match. C'est parti les amis. Et on démarre les schémas tactiques. On commence par l'équipe de France et Laurent Bonadei qui opte pour un 4-3-3. Alors, j'ai donc les joueuses qui ont démarré le match. Pauline Perromagnin, ça c'est classique. Dans les cages, la ligne de défense à 4, ça aussi c'est classique. Par contre, on a sur les ailes quand même, enfin au niveau des latérales, des changements notables.
On a Sandy Baltimore, donc côté gauche, préféré à Bacha. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas de renseignements sur ce choix-là. Dites-moi vous si vous avez justement des infos concernant Selma Bacha, peut-être une blessure. Donc Baltimore, on sait très bien qu'elle n'aime pas du tout ce poste-là. Pourtant, elle est utilisée, on va dire, à bon escient par Sonia Bonpastor du côté de Chelsea à ce poste. Elle fait plutôt des bons matchs, même si moi, personnellement, je la préfère un cran au-dessus. Elle a été plutôt inoffensive sur les derniers matchs. Pour autant, je la préfère quand même un peu plus haut sur le terrain. Et de l'autre côté, donc vous avez Alison Bat, elle connaît parfaitement ce poste-là. Elle est aussi utilisée en club à ce poste-là par Jonathan Giraldez. Donc là, on peut dire que Laurent Bonanei a fait des copier-coller. Et puis, ça crée quand même des alternatives aux joueuses qui semblent incontournables, hein, que ce soit Selma Bacha côté gauche ou Elisa de Almeida côté droit. Elisa de Almeida qui a laissé entendre qu'elle avait quand même un certain vague à l'âme en équipe de France et même de façon générale depuis donc l'éviction de la France à l'Euro 2025 en quart de finale. Donc il faut qu'elle remonte la pente, ça c'est sûr. Après, vous avez ce milieu de terrain, le milieu de terrain français, qui est la clé du succès de cette équipe. Donc si ça ronronne, si ça ne marche pas pour une raison ou pour une autre, eh ben, la France en paye le prix. Là, vous avez Oriane Jean-François, donc en numéro 6 devant la défense, et les milieux relayeuses, Sakina Karchaoui, côté gauche, et Grace Guillero, côté droit. Enfin, devant, à la pointe, Mallard, préféré à Clara Matteo. Dites-moi dans la barre des commentaires si c'est un choix que vous validez. Et puis les ailes qui sont censées porter l'équipe de France très haut via Cadidiani, donc côté gauche, et Delphine Cascarino, côté droit. On a quand même de la vitesse, de la puissance, de l'intensité et de la technique. L'idée, c'est quand même de contrôler quand même ce match, d'avoir l'ascendance au niveau du contrôle du match, du jeu. Sauf qu'on s'est rendu compte quand même que la France s'est ingéniée à stériliser son propre jeu. J'y reviendrai dans le débrief. Et puis ce milieu de terrain euh, qui est encore une fois le poumon, le cœur de cette équipe, eh ben, les lignes étaient distendues, le milieu s'est très vite disloqué, et bien sûr, en face, la Suède en a profité pour s'engouffrer dans les espaces offerts comme ça généreusement par les Françaises. La Suède, par l'entremise de Tony Gustafsson, après son intermède, donc australien, qui reprend les rênes de cette équipe. Donc Tony Gustafsson qui joue crânement, on va dire, qui joue de façon décomplexée la carte jaune, qui pousse un peu plus le curseur que ne l'avait fait Laurent Bonaldi, hein, donc il n'hésite pas, l'entraîneur, le coach suédois, à bousculer les statuts et donc de vraiment donner leur chance aux jeunes, hein. Il suffit de voir donc la composition de l'équipe. Alors vous avez Jennifer Falk, une joueuse ultra expérimentée. Ensuite, vous avez cette ligne quand même très jeune défensive. Vous avez donc Sandberg, qui est la latérale de Manchester United, donc côté gauche. Les Lyonnaises retrouveront donc cette joueuse un peu plus tard en C1, hein, avant la fin de l'année. Vous avez donc dans l'axe Neladj Bjorn et enfin la latérale droite Holmberg. Donc pour les deux latérales, on est sur du très jeune, 22 ans pour Sandberg, 19 ans pour Holmberg. Nelage, on le sait, hein, c'est une joueuse de Lyon à 22 ans. Et Nathalie Bjorn fait office quand même de grand-mère dans cette ligne défensive avec, enfin, du haut de ses 28 ans. Après, vous avez ce milieu de terrain ultra expérimenté, Aslani, qui a plus de 200 sélections quand même avec l'équipe suédoise. Zidiotti, donc l'autre joueuse de Manchester United. Angeldal, la milieu de terrain du Real de Madrid. Et enfin, on retrouve quand même beaucoup de jeunesse aussi devant, avec Joussouba, l'ailière de Haken, du BK Haken, qui a été couronné là, tout récemment championne de Suède, donc il va jouer la Ligue des Championnes l'année prochaine. Vous avez de l'autre côté l'ailière remuante Rettig Kernerid, avec ce duel, j'en ai parlé, hein, contre Sandy
Baltimore qui promet. Et enfin, à la pointe, la pépite suédoise. C'est comme ça qu'on la décrit. C'est vrai qu'elle marque but sur but avec le BK Häcken. Schroeder, Felicia Schroeder, qui a 18 ans et qui défie cette équipe de France. Alors, les Suédoises, et notamment le coach suédois, en fait, semble-t-il, appliquent quand même, grosso modo, la même recette que l'Allemagne et Christian Vuk, donc le coach allemand, c'est-à-dire vraiment rajeunir, courir, mordre. Les highlights, les amis, les moments forts du match, les meilleurs moments, comme vous souhaitez. Durant cette première mi-temps, on va dire que la France a la possession de balle, 60% donc durant cette première mi-temps, mais ce sont les Suédoises qui se créent les meilleures occasions et quasi d'entrée de jeu. Les Suédoises qui profitent des largesses défensives des Bleus, notamment sur les montées des latérales et en particulier de Sandy Baltimore. Kanerit qui connaît très très bien sa collègue de Chelsea, qui connaît son penchant naturel pour les montées, en a profité et dès la deuxième minute s'offre une occasion incroyable. Et ensuite, des largesses défensives aussi dans l'axe des Bleus, avec Mbok et Lacrar qui sont étirés dans leur position, qui ne sont pas du tout resserrés dans l'axe. Et là aussi, les Suédoises en ont profité. Cette passe d'Aslani tout droit au quart d'heure oui, de jeu pour Kaneryd, encore une fois, qui a été très remuante sur le front de l'attaque et qui se retrouve en face à face avec Pauline Perromagnin. Dieu merci, la gardienne française gagne ce duel et permet à l'équipe de France de toujours, bien sûr, y croire et de se mettre dans les meilleures dispositions. Durant 20 minutes, même si les meilleures occasions sont du côté suédois, il faut quand même reconnaître la, l'entrée dynamique en matière de l'équipe de France. Durant 20 minutes, c'était du jeu court, des petites passes, des redoublements de passes, une, deux touches de balle maximum, et ça permettait de s'extirper du pressing suédois qui a eu du mal du coup à s'exercer face à cette technicité, à cette rapidité dans les transmissions de balles des Françaises. Mais ça n'a duré que 20 minutes. En fait, la France a essayé d'allumer la mèche, mais visiblement le pétard était mouillé. Et donc, durant cette mi-temps, on a vu petit à petit la France commencer à ronronner, à tourner en rond et à stériliser son propre jeu. Dieu merci, là aussi, euh, l'arbitre suisse siffle, donc c'est un fait de jeu favorable pour l'équipe de France, une fois n'est pas coutume, donc siffle un penalty pour l'équipe de France. C'est Diani donc, qui s'infiltre dans la surface de réparation et qui est fauché avec une intervention maladroite de Sandberg. En tout cas, Sandberg qui met un coup de pied, certes involontaire, mais quand même un coup de pied à Kadidiani. Le penalty a été sifflé fort à propos, hein, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Donc la France qui s'en sort très bien avec ce 1-0 à la 45e minute, le penalty tiré par Sakina Karchaoui. Saviez-vous, les amis, que Sakina Karchaoui avait marqué un but extraordinaire contre cette même équipe suédoise il y a quasiment un an en arrière? C'était durant les éliminatoires pour l'Euro en Suisse, l'Euro 2025. Une autre époque, mais il y avait Sakina qui avait donc fait parler d'elle, une frappe magistrale. Si vous ne l'avez pas vue, allez donc la voir sur ma chaîne. Et donc Sakina qui permet à l'équipe de France de regagner les vestiaires avec un avantage au score. Ouf. Mais c'est vrai que les Suédoises en face ont été piquées à vif et reviennent revanchardes. On l'a vu dès les premières minutes. Elles mettent un pressing de folie, une pression incroyable sur la défense, sur la ligne arrière et puis sur le milieu de terrain, qui fait que toute velléité de création offensive sont étouffées dans l'œuf. Et comme ça, les Suédoises remettent le pied sur le ballon, reprennent
le contrôle du match. Ce qui fait que arrive ce but égalisateur pour cette équipe suédoise. Il faut quand même dire, il faut parler de l'entrée en jeu quand même de Perle Moroni à la place de Delphine Cascarino. Je ne sais pas pourquoi Lolo a décidé de sortir Delphine pour faire entrer Perle Moroni. Alors Sandy Baltimore monte d'un cran sur cette aile gauche et Gianni rebascule côté droit. Mais j'ai pas trouvé Sandy formidable hein, dans ce match. Quoi qu'il en soit, donc Perle Moroni entre et cette entrée elle est horrible. Après 4 ans d'absence, quasi 4 ans d'absence pour Perle Moroni, je pense qu'elle aurait rêvé d'une meilleure, d'un meilleur retour avec la tunique des Bleus. Il en fut autrement. Perle Moroni qui est à l'origine du but égalisateur, qui en est à l'origine et qui en est aussi à la fin. Je m'explique. Perle Moroni perle, perd le ballon au profit des Suédoises qui, derrière ça, construisent une action offensive de classe, vraiment de très grande classe, et se retrouvent finalement sur l'aile gauche. Rolfo a le ballon, dédouble avec sa compatriote Sandberg, qui fait un centre magnifique sur la tête de Blackstenius, qui s'impose physiquement face à Perle Moroni. Donc elle se retrouve au début de l'action et elle se retrouve à la fin de l'action. Fermez les bancs. Donc on se dirige après ce but égalisateur vers un match nul, somme toute mérité. Là, il faut quand même aussi parler des autres entrantes, hein. Il y a eu des entrées qui ne resteront pas dans les mémoires, ou en tout cas pas de la bonne façon, et puis d'autres entrées remarquables à notifier, notamment celle de Kessia Bussi, d'Anaël Le Moguedec, donc les ex-rémoises qui reviennent donc dans leur maison, et Kelly Gago aussi. Ces trois joueuses ont remis un peu d'essence dans le moteur des Françaises. Ah, ça redonne de l'allant à l'équipe de France. Et l'équipe de France qui finalement, sur le dernier corner le corner de la dernière chance, j'y arrive, permet à l'équipe de France de finalement gagner ce match. Donc les Bleus arrachent une victoire inespérée, précieuse, qu'on va appeler efficace, clinique, mais soyons honnêtes, les amis, c'est un hold-up des familles. Alors, débrief du match. On passe en revue rapidement donc, les moments du match, hein. Donc, il y a eu cette maîtrise française, cette domination, je dirais plutôt dans la possession de balle française, mais une domination stérile. Beaucoup de passes horizontales. Plus les minutes avançaient et plus on faisait des passes dans la latéralité, hein, des passes latérales, avec très peu d'incision. La Suède, elle, est plutôt en position d'attente, hein, c'est normal. On est sur une petite finale aller-retour, donc un match retour à la maison. La Suède qui récupère avec un pressing quand même très fort et qui pique en contre. Les occasions les plus dangereuses, notamment en première mi-temps, ce sont les Suédoises qui les ont. Et voilà, le plan français semble peut-être écrit, mais ça tourne en rond. La deuxième mi-temps, la Suède monte d'un cran, mais plus de rythme, plus d'intensité dans son pressing, plus de verticalité dans ses attaques. Et le milieu français, le milieu qui est la clé du succès de l'équipe de France, qui souffre terriblement. Gueyoro aux abonnés absents, Sakina Karchaoui qui est aspirée, on va dire, vers l'avant, et Oriane Jean-François un petit peu esselée derrière, qu'on n'a pas beaucoup aidé dans ce match et qui malheureusement a délivré une prestation aussi très mièvre. Et parlons aussi des ailes. Les ailes ont été muselées par deux jeunes latérales, Sandberg qui a à peine 22 ans et Holmberg qui a à peine 19 ans. Et moi je pose une question aux ailières, à Diani, à Cascarino. Vous êtes, vous avez été de très grandes joueuses, vous avez du talent, vous avez des qualités intrinsèques incroyables. Mais est-ce que vous vous remettez en cause? Delphine, tu sais que maintenant les joueuses, avec la vidéo, avec les analyses des matchs,
des joueuses connaissent tes caractéristiques, savent comment tu vas déborder, de quel côté tu vas aller. Pareil pour toi, Caddy. Pourquoi est-ce que vous ne vous remettez pas en cause et vous essayez pas d'évoluer? J'ai l'impression de retrouver toujours les mêmes gestes avec Delphine Cascareno que quand je l'ai découvert quand elle avait 15 ans au championnat du monde avec les Claire Lavogé et les Gretienbock. Donc il faut que ces joueuses se remettent également en cause. Quoi qu'il en soit, beaucoup de joueuses qui sont censées avoir la main sur le jeu, les joueuses les plus expérimentées, n'ont pas été à la fête dans ce match. Et ça explique beaucoup de choses. La France perd le fil hein, et survit plus qu'elle ne joue, notamment en seconde mi-temps. Elle a beaucoup ronronné, elle a fait énormément de résistance, mais pourtant elle marque. Donc c'est encore une fois le hold-up parfait. J'ai une question pour finir concernant l'équipe de France. Lolo, qu'est-ce que tu fais toi aussi? Là, depuis, j'ai l'impression, le quart de finale perdu à l'Euro, tu as perdu un petit peu le mojo. Euh, je ne retrouve plus ce qui m'avait fait dire en début d'année qu'on avait peut-être trouvé le sélectionneur adéquat, ou en tout cas qu'il fallait lui laisser quand même euh, un certain crédit au moment où tu te faisais attaquer sur les réseaux sociaux. Mais là, par exemple, pour être tout à fait concret sur le match, déjà, j'ai pas compris pourquoi tu avais remplacé Delphine, qui certes, ça a été pénible pour Delphine face à Sandberg, mais quand même, elle arrivait sur quelques accélérations à être dangereuse. Pourquoi tu la remplaces par Perle Moroni qui fait une entrée catastrophique? Et pourquoi est-ce que tu demandes aux joueuses, je t'ai entendu au micro de France 4, hein, sur la touche, là, quand tu hélais après les joueuses durant le match, en leur demandant de monter, de faire plus de pressing plus haut, alors que vous menez, alors qu'on mène au score, pourquoi est-ce que tu leur demandes de presser, de monter plus haut? Ça offre des espaces aux Suédoises derrière, puisque vous avez des joueuses qui montent, et puis certaines, et notamment sur la ligne défensive, qui sont plutôt prudentes et qui restent derrière. Et là, vous avez tout un espace dans lequel s'est engouffré avec plaisir les Suédoises. Pourquoi ne pas opter pour un bloc compact? Tu redéfinis ta tactique par rapport au score et par rapport au fait que c'est un match, enfin c'est deux matchs, aller et retour. Sur ce match-là, vaut mieux préserver, même si c'est pas beau pour les spectateurs, ok, mais au niveau tactique, il faut savoir aussi moduler en fonction de la physionomie du match. Vous avez un 1-0 inespéré au moment d'entrer dans les vestiaires, et au lieu de faire en sorte que les Suédoises se cassent les dents sur une défense hermétique, sur un bloc compact resserré derrière, et ben non, on part à l'aventure avec des joueuses voilà, qui partent dans tous les sens, et ça crée énormément d'espace, encore une fois, et des zones où les Suédoises ont pu s'exprimer. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup plus de questions que je suis rassuré par cette victoire. Précieuse, effectivement, avant le match retour, mais je me pose encore une fois énormément de questions. Et ma joueuse du match, c'est Oriane Jean-François. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, Oriane Jean-François. Alors, je tiens à préciser les choses. Joueuse du match, ça ne veut pas dire la meilleure joueuse durant le match. C'est la joueuse qui, au travers de ses performances ou de ses contre-performances, a eh ben, fait parler d'elle durant le match, ou en tout cas qu'on a remarqué sur le terrain. Alors, Oriane Jean-François, je l'ai regardée parce qu'elle a un poste stratégique numéro 6 devant la défense. Je le rappelle, c'est elle qui impulse les attaques, ou en tout cas la création du jeu. C'est un peu le métronome, c'est le chef d'orchestre, c'est, pour reprendre une expression propre au football américain, le quarterback de l'équipe, le cerveau de l'équipe. Et là, eh ben, alors on sait déjà en préambule
qu'elle a très très peu de temps de jeu à Chelsea, son club. Visiblement, Sonia Bonpastor préfère Kara Walsh ou Captain au milieu de terrain, les préfère à Oriane Jean-François. Donc elle cire le banc et pour avoir du rythme, c'est difficile. Et dans ce match, on a vu qu'elle en manquait énormément. Donc elle fait beaucoup de passes latérales, peu de prises de risque. Souvenez-vous des premières minutes d'Oriane Jean-François avec l'équipe de France. C'était un moment donné où d'ailleurs Sandy Toletti aussi avait du mal à exister à ce poste. D'ailleurs, depuis la disparition, entre guillemets, d'Amandine Henry de cette équipe, on a du mal à trouver la relève. Et Oriane Jean-François, après quand même avoir donné quelques espoirs au travers de ses performances, et ben là, aujourd'hui, on commence à se poser aussi des questions. Donc, peu de prise de risque, comme je le disais, des placements souvent approximatifs, comme ça a été le cas contre la Suède, et même au niveau physique, où c'est une de ses qualités premières, bah, elle a été débordée par la puissance suédoise. Donc, dans ces conditions, difficile d'exister, et vous existez encore moins quand le rythme monte et que le milieu est pressé. Après, il faut dire que ces copines, que ce soit Karchaoui, mais encore plus Guillaume, l'ont pas du tout aidé. Donc le talent, il est là concernant la joueuse, personne n'en doute. Mais l'impact, l'autorité au milieu, pour l'instant, c'est insuffisant pour être en tout cas la patronne des Bleus. On en est loin. Mais on sait que son plafond, il est élevé, mais son plancher, visiblement aussi. Et hier soir contre la Suède, eh ben, le plancher a craqué. Alors, les Bleus gagnent, oui, mais dans le contenu, on est plus proche du braquage, de la démonstration. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de questions restent ouvertes. Il y en a une qui me taraude dans l'esprit. Pourquoi est-ce que ce collectif part en miettes dès qu'on lui met un peu d'intensité? Dites-moi aussi dans la barre des commentaires ce que vous en pensez. Ce match, c'est une victoire, mais aussi un avertissement. Et pour moi, sincèrement, je ne vois rien d'autre qu'une victoire suédoise au match retour à Stockholm, dans 4 jours. Mardi soir, oui. Dites-moi, vous, quel est votre sentiment? Est-ce que pour vous, cette victoire augure d'un avenir plutôt radieux pour les Bleus, pourquoi pas? Ou est-ce que vous pensez que les Bleus continuent de régresser sous la houlette de Laurent Bonadei? Dites-moi tout en commentaire, excusez-moi. Si vous aimez ce type de contenu, les amis, bah, abonnez-vous, mettez-moi des likes, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, soyez participatifs, faites grandir la chaîne qui fait la place belle au foot féminin. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien d'ici là. Va va voum!